Merci infiniment. Effectivement, il y a un an, un thème qui était peut-être un petit peu plus lourd que celui d'aujourd'hui, encore que. Donc, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai mis l'ouvrage en question et je vous invite aussi à acheter le prochain, sauf bien sûr le docteur Henry, pour lequel il y en a un exemplaire d'ores et déjà, Naître ou ne pas naître, de l'Antiquité au XXIe siècle. Et l'année prochaine, ce sera Souffrance et douleur. Alors, qui dit mieux 1974, j'ai mieux 1966, une de l'Express. 1966, dès Sainte-Plantu, les malades vont manquer de médecins. Je n'étais pas né, moi. Question d'accent. On ne va pas du tout parler de l'accent breton, de l'accent normand, s'il y en a, de l'accent québécois. On va parler de ces petits appendices au-dessus des lettres, grave, aigu, circonflexe, puisque la présence d'un accent peut changer le sens. Non pas la face du monde, mais le sens d'un mot, le sens d'une phrase, le sens d'une expression. Et la première lettre de l'alphabet n'échappe pas à ce constat. Sans accent A et la conjugaison au présent de l'indicatif du verbe avoir, avec, c'est une préposition tirée du latin ad. Chacun a sa place avec un accent. Ben, c'est le silo de grains dont beaucoup ont parlé aujourd'hui. Chacun doit rester à sa place. Les rôles sont octroyés, hiérarchisés, prédéterminés, bornés, figés, pas d'autonomie, pas d'initiative. Fais ce qu'on te dit de faire. Difficile dans cette répétitivité de trouver du sens. Sauf peut-être au sommet de la pyramide, où là, on dispose d'une autonomie pleine et entière, mais dans ce contexte, les intermédiaires et la base de la pyramide, eux, sont privés d'autonomie, de reconnaissance, d'initiative, de sens dans le travail. Chacun à sa place, sans accent, bien c'est essayer de trouver du sens parce que il n'existe de sommet de la pyramide, et il faudrait que ceux qui sont au sommet de la pyramide en soient conscients, il n'existe de sommet que parce qu'il y a une base. Chacun à sa place ou chacun a sa place, n'accorder la lumière de la poursuite, du spot de poursuite qu'à certains, c'est plonger dans l'invisibilité tous les autres. Et notre système est ainsi conçu dans la verticalité qui conduit souvent à confondre pouvoir, autorité et autoritarisme, à confiner la masse des intervenants dans un rôle d'exécutant, dans une répétitivité productiviste qui obscurcit la raison d'être et le sens du travail. Attention, dire que chacun a sa place ne veut pas dire que chacun peut prendre la place de l'autre. Ce n'est pas l'interchangeabilité absolue, c'est le juste équilibre. Et ce juste équilibre, bien, on le connaît et tous vous allez apprendre à le connaître à partir des 2 mois prochains, à partir du 8 septembre, puisque nous accueillons la Coupe du Monde de rugby. Quel meilleur exemple de chacun à sa place ou chacun à sa place que le rugby. Vous ne ferez pas jouer talonneur un numéro 9, mais le numéro 9, il a sa place. Le tout petit rikiki d'1m70, de 72 kilos, ne va pas faire le travail de la bûche qui fait 2m05 et 125 kilos. Vous imaginez l'énergie cinétique. Et pourtant, sans le petit rikiki, il n'y a pas d'équipe. Chacun a sa place, certes, mais chacun a sa place. Alors, on a assez peu parlé du sens du mot travail, qui porte en lui beaucoup de pénibilité. Travail, labeur. Le labeur, c'est important parce que ça vient de labor, laboris. C'est la peine, c'est la pénibilité, c'est la fatigue. D'ailleurs, dans une certaine île de la République, travailler se dit fatigare. Et tous ceux qui font un peu de pâtisserie le savent, quand on travaille la pâte, on la fatigue. Le travail, c'est fatigant.
Le travail, ça s'applique à l'action de travailler, et effectivement, ça peut être fatigant, mais ça s'applique aussi à l'ouvrage. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'activité travail, mais parlons un peu aussi de l'ouvrage, de mon œuvre quand je travaille. Lorsque mon travail, au sens mon ouvrage, mon œuvre est répétitif, je produis plus, mais je n'œuvre plus. Or, dans le monde du soin, on me demande de produire, d'être performant, mais plus spécialement d'œuvrer. Or, j'ai choisi ce métier pour œuvrer, pas pour produire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas une logique de rentabilité, mais qu'il faut retrouver le sens de l'œuvre. Parce que sinon, travailler perd progressivement toute valeur. Alors, se poser la question du sens du travail dans le monde du soin, certains disent c'est inconvenant, voire c'est obscène. C'était un peu too much, on va garder inconvenant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus beau. C'est un professeur de droit qui vous le dit, jaloux. J'aimerais être soignant. Il n'y a rien de plus beau que de soigner, que d'accompagner, que de donner des soins. Donner des soins, faire abandon, sacrifier, consacrer, d'audace, d'arrêt. C'est une offrande. Et d'ailleurs, on l'a dit, et ce matin, d'ailleurs, un des étudiants disait, moi, j'aime pas le mot. On devient soignant par vocation. C'est quasi sacré. Et soigner est un sacerdoce, c'est très intéressant, sacerdoce, hein, sacer, sacré, d'arrêt, donner du sacré. Mais on a entendu ce matin, non, ça c'est peut-être le monde d'avant, parce que si on interroge nos représentations, dans un système tourné vers la performance, il n'y a plus de sacerdoce, hein. Il y a de la production. Un système où on produit du soin, plutôt que de donner des soins, est un système où on perd le sens. Le sens peut-être du sacré, où on oublie les mots d'un voisin, un sétois, mais qui a fait ses études à la faculté de droit de Montpellier et dont le frère y était doyen, donc on peut le citer, Paul Valéry. Poème organo-psychique. Soigner, donner des soins, c'est une sorte de poème et qui n'a jamais été écrit que la sollicitude intelligente corpose. C'est un poème. Alors attention, hein, on ne va pas se mettre à faire des alexandrins. En fait, Valéry est un helléniste. Poiesis, création. Soigner, c'est une création. Ah ouais, mais vous, on demande de réitérer du savoir-faire, d'appliquer un protocole. C'est plus une création. C'est une répétition, c'est un bégaiement d'actes tarifés. Elle est où la création ? Eh bien, la création, elle est dans tout ce qui n'est pas le savoir-faire, elle est dans le savoir-être, sauf que j'ai entendu, on n'a plus le temps du savoir-être. Ouais, on a quand même le temps du savoir-faire, hein. Si l'on appréhende le soin que dans sa dimension technique, on devient un technicien de l'organe, plus un soignant. Attention, si on n'est que dans le savoir-être et qu'on ne maîtrise pas le savoir-faire, on n'est pas soignant, on est charlatan. On ne peut s'interroger sur le sens du travail que si l'on recouvre la signification du verbe soigner. Lequel de ces trois tableaux s'applique au verbe soigner ? Les trois. Ils racontent tous la même histoire. La parabole du Samaritain, du bon Samaritain, de l'évangile de Luc. Luc, c'est pas inintéressant. Salutat vos Lucas medicus carissimus, écrit Paul dans l'épître aux Colossiens. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Oléothérapie, œnothérapie, acte technique, savoir-faire. Puis il prit soin de lui. Et il y a la troisième dimension, il y a l'équipe. L'accompagnant dans une hôtellerie et dit à l'hôte, après l'avoir rémunéré, duos denarios, 2 deniers, et soin de lui. Solidarité. Ben, vous reprenez tous vos codes de déontologie.
respect des données acquises de la science, soins consciencieux et attentifs, en faisant appel, s'il y a lieu, à des tiers compétents. Soigner, c'est de la technique, c'est du savoir-faire, c'est du savoir-être, et c'est ne pas hésiter à appeler des tiers compétents. Et quand on dit tiers compétents, on ne dit pas des soignants compétents, on dit des tiers compétents. L'aide-soignant, l'agent de service qui est au lit du patient, presque H24 quand il est en service, il y passe plus de temps que le sommet de la pyramide. C'est un tiers compétent. N'hésitons pas à appeler cette compétence, sauf que nous, on a tout divisé en silos de grains. Silos de grains, vous les avez dans Ciencia y Caridad, au musée Picasso, à Barcelone. La science et la charité, le médecin, la sœur de charité, la sœur de Vincent de Paul, l'acte technique d'un médecin qui tourne le dos à la patiente, il ne la regarde pas, il est tout à sa technique, savoir-faire, savoir-être. Et nous, on aimerait que ce soit le même soignant qui ait une action pleine de sens, à la fois technique, compassionnelle aussi. La crise sanitaire, on l'a dit ce matin, elle a rebattu les cartes parce qu'on a agi plus dans la recherche de la compétence que dans la recherche de la qualification. Quand il fallait retourner un patient décubitus ventral, je ne cherchais pas à savoir si machin il avait le diplôme. Je cherchais à savoir s'il avait 2 bras pas trop fatigués pour m'aider à retourner. Et le poids pour le faire, c'était des jeunes femmes très légères, des types de 80-90 kilos. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Chacun à sa place, et j'irai très très vite. Les origines, mea culpa, le droit est responsable. C'est le privilège accordé à certains, le médecin, de porter atteinte à l'intégrité corporelle. C'est-à-dire, c'est l'exception au principe d'inviolabilité du corps humain, article 16.3 du Code civil. Privilège, écrivent les auteurs du traité de médical dans les années 50, privilège, c'est un privilège qui est accordé à qui? Aux médecins. Ce qui veut dire qu'on est dans une exception au principe d'inviolabilité, mais que toutes les activités des autres soignants sur le corps sont non pas des exceptions au principe, mais des exceptions à l'exception. Ce ne sont que des dérogations au monopole médical. Et tout notre système, et on ne peut comprendre la perte de sens qu'à travers ça, sont organisés autour d'un monopole médico-centré protégé par un texte du Code de la santé publique sur l'exercice illégal de la médecine. Et ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne un système de décret d'actes. Un système de décret d'actes, profession par profession. Il y a des actes qui, dans le cadre de ces décrets respectueux de l'arrêté de 1962, alors réévalués de temps en temps, malgré tout, disent voilà les actes que vous, auxiliaires, vous pouvez accomplir en dérogation au monopole. Mais il y a bien un privilège en silo de grains, un privilège accordé à certains. Le problème, c'est que ce privilège, il se fissure tout simplement parce que les médecins ne peuvent pas tout faire. Et donc, il a fallu créer ces fameuses dérogations, mais les dérogations par décret d'acte, ça ne suffit pas. Donc, on augmente la liste des exceptions, on crée le rôle propre, la gradation des qualifications, la pratique avancée, le diagnostic, la vaccination que l'on étend. On ouvre un petit peu la prescription et le diagnostic, mais ce sont surtout les glissements, les transferts, les délégations de tâches et de compétences. Alors le problème pour le juriste qui est très rétif, j'ai entendu parler de délégation de compétences, quand est-ce qu'il y en a? Pour qu'il puisse y avoir délégation, il faut que le délégant ait la possibilité de déléguer au délégataire. Or, un médecin, un chef de service, un directeur d'hôpital, il ne peut pas déroger au décret. Il ne peut pas déroger à la loi. Il n'a pas le pouvoir de déléguer. Qui peut déléguer? Le ministre en charge de la santé par un décret, le Parlement par une loi. Donc il ne peut pas y avoir de délégation sauvage.
c'est de l'exercice illégal de la médecine pour le délégataire, pour le délégant. Donc on est un petit peu coincé. Et quel est l'héritage de ce chacun à sa place? L'héritage de ce chacun à sa place, il est assez nouveau. Et je vais m'arrêter probablement à la fin de ces propositions. Je conclurai si vous avez soif, ce que je crains. Très longtemps, on ne s'est pas posé la question du sens du travail. Pourquoi? Parce que nous étions façonnés. Nous étions façonnés par un milieu d'appartenance et par un milieu de référence. La famille, là, les religions, les croyances, la corporation. L'individu n'existait que dans une sphère collective. Et ça forgeait une identité stable, où on ne se posait pas la question du sens. Alors c'était probablement pesant, hein, et certains ont vécu dans des familles probablement un petit peu pesantes. C'était pesant, mais c'était porteur de sens. Le sens de l'existence nous était offert, voire nous était imposé depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur, ce qui était pratique, parce que les échecs n'étaient pas les nôtres. Le mariage, vous oubliez l'amour, c'est la famille qui organise le mariage, c'est de l'alliance. Le mariage ne fonctionne pas, c'est pas ma faute, c'est la faute des familles. Je ne suis pas responsable. Le sens m'est donné, l'échec n'est pas le mien. Je vis très bien dans l'échec. Là où les choses vont changer, c'est quand je vais devenir libre, quand je vais m'affranchir des tutelles. Pourquoi? Parce que je deviens responsable de quoi? De ma vie et du sens que je donne à ma vie. Parce qu'il ne m'est plus donné de l'extérieur, je dois le trouver. Nos anciens, ils ne se posaient pas de questions, ils ne connaissaient pas les affres de Parcoursup ou de mon master. Pourquoi? Parce qu'avec fatalisme, résignation, probablement d'ailleurs pour beaucoup sans inclinaison, c'était « tu seras ». De père en fils, de mère en fille, de père en fille, de mère en fils, tu seras magistrat, professeur de droit, médecin, infirmier, notaire, forgeron, joueur de football. Tu seras. Dès lors que le sens ne nous est plus donné par appartenance ou par référence, nous ne sommes plus innocents de nos choix. Nous en sommes responsables. Et donc, nous sommes responsables de nos échecs et de nos pertes de sens. C'est ma faute. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur, c'est moi. L'évidence des parcours de vie cède alors le pas à l'incertitude des choix. L'autonomie que nous avons conquis, l'indépendance que nous avons acquis face aux usages, face aux croyances, nous impose de forger notre propre existence. Liberté et égalité nous délivrent des tutelles pesantes de la famille, de la tradition, de la religion, mais chacun doit se déterminer par et pour lui. Et donc chercher du sens. Longtemps, le sens, il ne faut pas aller chercher très loin. Le travail, ça permettait de manger, de vivre ou survivre par son travail. Sauf que, quand on commence à gagner un petit peu plus, on trouve que les richesses ne sont pas très bien partagées. C'est Obélix coupe 3 parts de gâteau, j'ai coupé 3 parts. Ouais, enfin, elles ne sont pas très égales. Et la répartition des richesses, on s'aperçoit que ce n'est pas très égalitaire. Et donc, quand on n'a de sens que de recevoir du revenu par son travail, on trouve qu'on devrait gagner plus. Parce que les autres ont une plus grosse part du gâteau. Mais l'ère de l'économie de subsistance s'éloignant, vivre de son travail, ça ne suffit plus. Chacun veut vivre dans son travail, et non plus seulement de son travail. Et là, on découvre quoi? Eh bien, que exister, ce n'est pas aussi simple que vivre. Je vis grâce à mon travail. Est-ce que j'existe?
grâce à mon travail. Exister, c'est plus compliqué que vivre. Avoir ne me suffit plus, être ne me suffit pas. Je cherche une raison d'être dans mon travail. Et le désenchantement nous menace dès lors que les tâches qui nous sont assignées sont répétitives et qu'on n'y trouve plus de sens et de raison d'être. La désillusion va s'accroître quand on est pris au piège dans le monde soignant de la productivité, quand on est confiné dans un modèle industriel, et la vocation, si vocation il y a, eh bien, va se diluer dans la vacuité, dans l'inutilité, vraie ou supposée des tâches, parce qu'il faut bien le faire. Mais je fais toujours la même chose. Ces illusions perdues, elles sont lourdes de sens pour l'individu, mais aussi pour l'organisation, parce qu'apparaît un jour le pourquoi. Un jour va apparaître la question fatidique du pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que je fais avec lui? Qu'est-ce que je fais avec elle, hein? Parce que ça se pose de la même manière, hein. Le sens de la vie, le sens de l'amour. Oui, la fidélité, quand l'espérance de vie était de 40 ans, je veux bien. On nous promet, Grégory, combien? 24 ans de plus? L'éternité, c'est long, hein, surtout à la fin. Illusion perdue, pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais dans ce service? Qu'est-ce que je fais avec eux? Qu'est-ce que je fais sous les ordres de ce chef de service? Qu'est-ce que je fais dans ce métier? C'est le pourquoi. Alors le pourquoi, c'est pas un Deus ex machina. Ça n'arrive pas un jour sur le coin de l'oreille, hein. Ça infuse. Ça infuse, ça prend racine, ça germe, ça se développe. Et bien finalement, on finit par végéter. On finit par végéter dans son travail. Et quand on végète, on s'ennuie. On n'éprouve pas seulement de la fatigue, on éprouve de la lassitude. On se repose de la fatigue. On ne se repose pas de la lassitude. Et quand on a perdu le sens et qu'on est là, las, on ne peut pas se reposer. Fatigué, je me repose, hein. Je fais une sieste, 1 heure, ça va mieux après, je prends un Berocca, un whisky pour mes coronaires, ça va mieux. La lassitude, je ne m'en repose pas. Et donc je risque de m'ennuyer. La vie se passe, mais rien ne se passe. Je m'ennuie, je m'emmerde, hein, dans mon travail. Et ça s'accroît encore quand j'ai l'impression qu'aucune évolution n'est possible. Pourquoi? Parce que motivation, étymologiquement, ça vient de moveo, se mouvoir. Quand tout est figé, il n'y a plus de mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement, il n'y a pas de motivation possible. Donc il faut redonner du mouvement, il faut recharger les batteries. Comment? Bien en passant, et c'est ma conclusion, dans le chacun a, verbe avoir, sa place. Je choisis d'être avocat, magistrat, infirmier, kiné, médecin. Mais lorsque les contraintes managériales me privent de sens, je vais chercher ma place, voire exiger ma place. Les voies du chacun à sa place, passons rapidement. C'est tous ceux qui demandent une part d'autonomie, alors qu'on rassure les médecins. Il ne s'agit pas de dire que l'IPA, qui est une bière tout à fait fréquentable, et un infirmier en pratique avancée aussi, va devenir médecin. Il ne va pas lui prendre sa place. En fait, il sollicite une part d'autonomie, peut-être pas dans la définition des actes, mais dans l'accomplissement des actes. Là, tu as 25 toilettes à faire à cet étage ce matin. Tu commences par la chambre 201 et tu finiras par la chambre, j'ai dit combien de chambres? 20, bon, on s'en fout. Oui, mais
Dans la 212, il y a un monsieur qui se réveille à 4 heures du matin, alors que dans la 201, il y a une dame, feignasse, qui dort jusqu'à 9 heures du matin. Pourquoi je commence par la 201? Je ne commencerai pas par la 200. Laissez-moi gérer mon étage avec les membres de mon équipe. Et ne me dites pas dans quelle chambre je dois passer. D'abord parce que vous n'êtes jamais monté à cet étage. Je ne demande pas une autonomie qui est s'affranchir, comme le dirait Kant, des règles. Non, je demande un pouvoir-être dans le respect des règles. Je n'ai pas violé le protocole. La toilette sera faite, mais au rythme de mon patient. Et je recouvre de l'humanité et de l'humanisme. Je ne revendique qu'une part d'autonomie, et donc ça nous donne une voie pour le chacun à sa place. Le chacun à sa place, c'est tout simplement sortir de la logique médico-centrée, du monopole, et donc de la logique du décret d'acte, en inventant une voie qui serait la voie de la profession à mission et à compétence. Définir, bien sûr qu'on gardera des actes qui seront précisés, mais quelles sont les missions de chaque profession? Quelles sont les compétences? Problème, on a un texte L, vous l'avez vu, qui définit l'exercice illégal de la médecine. L, c'est pour partie législative du Code de la santé publique. Donc je ne peux pas sortir de la logique du décret d'acte par un décret, en disant on va faire un décret de compétence ou un décret de mission. Non, puisque je dois sortir de la logique légale de l'exercice illégal, il me faut une loi. Et donc j'ai besoin de l'intervention du législateur pour sortir du silo de grains, pour casser les tuyaux d'orgue et rentrer dans une autre logique qui est le chacun à sa place, en se rassurant, chacun à sa place, c'est l'égalité, c'est la liberté et c'est peut-être un peu de fraternité. J'aime bien rappeler ces mots qui finissent en T, parce qu'ils peuvent avoir du sens. L'égalité, ça fait peur l'égalité, hein. Attention, l'égalité, dire nous sommes égaux, ne veut pas dire nous sommes pareils. L'égalité, ce n'est pas la similitude. Ce n'est pas parce qu'on dira que dans ses missions, l'infirmier, l'aide-soignant, l'agent de service est égal du médecin qu'il est similaire. Bien sûr que les compétences et les qualifications du médecin ne seront pas remises en cause. Mais dans le pouvoir-être, dans la gestion du parcours patient, l'aide-soignant, il aura le droit de parler. Parce qu'il est égal, non pas en savoir, il est égal en statut. L'égalité, ce n'est pas la similitude. On n'est pas dans l'égalitarisme, dans l'égalité arithmétique, isone. On est dans l'égalité proportionnelle, analogone. Et on peut donc appliquer la maxime d'Ulpien, le juriste retombe toujours sur le droit, sum cuique tribuere, attribuer à chacun selon ce qui lui revient, dans l'autonomie. Laissez-les faire dans leur mission, dans leurs compétences. Bien sûr qu'il y aura des limites. Tout le monde ne pourra pas tout. D'ailleurs, c'est dans la prière médicale de Rabbi Moshe Ben Maimon, de Maïmonide, « Éloigne de moi l'idée que je peux tout ». Il y aura des limites, mais c'est quoi les limites? Désolé, je ne parle pas les langues vivantes, je parle que des langues anciennes. Limes limitis, chemin, sentier. La limite, ce n'est pas une barrière, ce n'est pas une frontière, ce n'est pas un truc qui vous empêche, c'est un chemin. C'est un chemin qui permet, par la limite, de vivre ensemble, de travailler ensemble, de faire sens ensemble. Et donc, on va peut-être recouvrer le sens du mot auxiliaire, secours, et ne plus confondre auxiliaire et subalterne. L'auxiliaire est mon égal. Il ne peut pas faire tout ce que je fais. Mais j'ai besoin de lui pour faire ce que je fais. Parce qu'il est complémentaire avec moi. Eh bien, en faisant ça, on va retrouver de la considération. C'est important, la considération. Saint Bernard l'a écrit. Et on va retrouver le sens du progrès, progressus, la marche en avant. Voilà.
Je devais tenir un quart d'heure, ça doit faire 3 quarts d'heure que je tchatche, mais je vous remercie quand même. Celle-là, c'est le Covid. C'est d'enfer. C'était vraiment le Covid. Hein. Donc à un moment, on a dit, bon, c'est bon, on se dévance sans vous, ça ira plus vite. Et ils ont fini par le comprendre. Mais je me suis fait insulter par un mail de mon ARS qui me disait que je disais n'importe quoi sur les réseaux sociaux, etc. Mais à la fin, ils ont dit bravo quand même. Non, mais c'était terrible. Toujours est-il. Merci. Alors j'espère que vous aimez le latin. Tout ça, il y avait du grec ou pas? Une précision. L'article sera publié dans la revue Droit et Santé numéro 115 qui va sortir avec un co-auteur que j'ai oublié de citer, qui est au fond de cet amphithéâtre. Il s'appelle Benjamin V, V comme Viala. Voilà. Et